Donc il y a eu cette excellente question de comment on fait quand il y a un RP un petit peu à plat, donc soit trop tendu, qui a perdu d'amplitude, soit qui a perdu de la force, hein, qui sont deux concepts effectivement assez différents, mais qui parfois se recoupent. Donc il y a plein de techniques que vous connaissez déjà et qu'il faut à chaque fois décider vers quoi on va aller. Et c'est ça le plus difficile, c'est de savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme technique. Vous avez des fondamentaux, vous aviez vu déjà dès la première année, hein, comme une compression du quatrième ventricule. Pour moi, ce n'est pas la technique que j'utilise le plus et ce n'est pas la première technique dans ce genre de choses peut-être à faire. Déjà, il faut vérifier s'il n'y a pas des grosses lésions. Donc, il faut bien vérifier si on n'est pas devant un strain, si on n'est pas devant une compression de la SSB, si on n'est pas devant un pré-post-sphénoïde. Voilà, il faut déjà lever toutes ces choses. Donc ça, c'est vraiment les écoutes de la base, hein, qui vous donnent une information. Quand on parle d'un crâne, d'un MRP, souvent on parle du crâne qui est plat ou qui est trop tendu, hein, qui a peu d'amplitude ou qui a peu de force. Le meilleur endroit pour le prendre, c'est la base du crâne. Hein, donc c'est les écoutes au niveau de la SSB qui vont être les plus pertinentes. Et à partir de là, donc d'abord, on enlève les grosses lésions, et puis après, on va les travailler, et suivant les cas, il y a différentes choses à travailler. Donc les diaphragmes, bien évidemment, hein, le thoracique peut-être en tout premier lieu, mais les autres éventuellement aussi. Tout ce qui est de la dure-mère, donc avec les différentes techniques, hein, depuis les bandes de contrainte, en passant par les oreilles de Mickey, et je ne sais quoi d'autre. Et je pense que les grosses techniques pour ce genre de choses, c'est ça. Après, il y a des questions qui vont relever aussi éventuellement un petit peu des fusibles qu'il faut avoir bien vérifié, hein, et de faire correctement. Vous êtes en troisième année, je ne vous ai pas encore donné les 3 points pour les fusibles. Non. Non. Je ne l'ai pas encore donné en effet. Ouais. L'année prochaine. C'est une exclue quatrième année. Ouais, on n'est pas pressé. Ouais. Faut regarder un petit peu quand même. Qui apporte des petites notions aussi un petit peu qualitatives, hein, mais dans le qualitatif, il y a le shampoing, il y a le coronal, et vraiment, il y a un apport aussi qualitatif. Donc, dans certains cas, ça peut suffire. Quand il y a vraiment des grosses limitations, quand c'est vraiment à plat, ou quand c'est vraiment très dur, c'est pas ça qui va faire une grosse différence. Après, il y a aussi potentiellement du travail viscéral, hein, qui peut avoir une grosse incidence là-dessus. Donc parfois, le viscéral sur les grosses tensions peut avoir une grande incidence. Ça peut être le foie spécifiquement, ça peut être les reins, voilà, qui peuvent vraiment avoir des actions importantes sur le MRP général. What else? Parfois des séries, des questions vraiment vertébrales, de flexion-extension, qui sont un petit peu marquées, qui sont un petit peu impliquées, où il y a des groupes en flexion, des groupes en extension, alors vous avez déjà corrigé les strains, etc. Ça peut être des causes de ces tensions-là. Et après, dans les chaînes, ce qui a des gros impacts ici, sur une question comme ça peut être la sagittale, comme on en a parlé un petit peu ce matin. Je ne l'ai pas dit directement comme ça, mais vous pouvez le déduire. Attends, tu dis quoi là? La chaîne sagittale. La jumelle de l'ethmoïdale. Qu'elle va être intéressante à travailler. Il faut bien vérifier quand tu as des crânes bien durs ou des crânes bien mous, potentiellement, c'est possible que tu gagnes s'il y a des lésions sur cette chaîne en faisant ces corrections correctement. Est-ce que Gabi, tu as d'autres idées pour pouvoir améliorer ce qualitatif MRP que j'ai oublié? Je vais passer au rein, effectivement. Il y a de la détente aussi, hein. Il y a de la détente musculaire, des fois basique, hein, avec les diaphragmes. Ouais. Ça arrive, hein, que des fois, il y a des grosses tensions musculaires tout bêtement. Il y a des tensions qui sont un peu superficielles, comme ça le musculaire, c'est quand même un peu superficiel par rapport à d'autres choses. Et des fois, quand on prend le temps de relâcher ça, on peut avoir des jolis gains, hein, ça arrive. Des fois, ça peut m'arriver de travailler sur la dure-mère rachidienne, en plus de... Très bien. En global.
Oui. Comment tu le travailles, la durmère rachidienne en global? C'est le collier de perles, là? Ouais, c'est ça, une sacrum avec une petite pression. Ouais. Et tu prends à la base du crâne, à la sortie quoi, du foramen magnum. Une petite mise en tension et tu laisses faire le voyage, comme dirait Pierre, peut-être, je sais pas. Tu laisses faire le voyage. Et jusqu'à ce qu'il y ait un petit temps d'expansion, de relâchement. Et on peut le faire plusieurs fois. Ouais. Après, vous pouvez le retravailler étage par étage. Hein. Ouais. On part plusieurs étages à la fois, mais sur des petits segments. Ouais. Parce qu'il peut y avoir des zones de tension spécifiques. Et c'est bien dans ces cas-là d'aller le voir de manière segmentaire. Donc éventuellement, commencez avec un global. Et si vous sentez qu'il y a besoin d'aller plus, allez voir dans du local. Comment ça s'appelle déjà? Une durmère Comment rachidienne. dire? Forodurméria, Oui, mais oui. il y a du collier de perles. Ouais, Durmère C'est ton rachidienne. expression. ouais, je crois que c'est. Je ne connais pas ça. Oui, mais c'est Pierre qui l'appelle. Comme, enfin, j'ai entendu quelque chose, je l'ai entendu. Le fourreau durmérien. Donc, Oui, vous ça. savez ce qu'il faut lui offrir à son prochain anniversaire. Hein, c'est signe. Un collier de perles? Ouais, il veut un collier de perles. Oui, il dit on détend le fil à l'intérieur, comme les vertèbres représentent chaque perle, et on détend le câble du collier, quoi. Et après, c'est bien de se rappeler que d'un point de vue anatomique, la durmère, il y a des endroits où elle a des attaches plus fortes que d'autres endroits. Quels sont les endroits où la durmère s'attache fortement et les endroits où elle est beaucoup plus souple dans ses attaches? Je dirais dans toute la boîte crânienne, elle est très. Alors, au niveau de la colonne. Donc oui, il y a une grosse attache sur le pourtour. Bah, à partir du de trou, du L2, il y a foramen la queue de magnum. cheval, donc c'est beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est tout. Tout le long, en fait, c'est relativement fluide et libre. Il y a des attaches souples. Les points d'ancrage, oui, c'est important. Et à la base du crâne encore, au niveau C1, ça va encore attacher un peu fort. Et en bas, L4, L5. Où anatomiquement, voilà, tous les derniers travaux montrent que ici, il y a des attaches plus denses. Donc les théories de départ, c'était qu'il y avait une attache comme solide au niveau plutôt S2. Ça, c'est vraiment la théorie Théo. Mais les études anatomiques plus récentes montrent qu'on a effectivement des attaches solides au sacrum et L4, L5. Ce qui veut dire que c'est aussi les zones où ça peut le plus gripper, hein, qui sont importantes à travailler. Et quand tu fais la technique du collier de perles, tu décompresses? Il y a vraiment cette idée de compresser? Personnellement, quand je travaille en global, je mets plutôt une petite traction. Voilà. Mettre de la compression sur des grandes distances, je trouve que c'est compliqué. Et sur la durmère en général, je n'ai pas l'habitude. Maintenant, il y a des endroits où je le fais. Là, je n'ai pas l'habitude de le faire. Donc, je ne sais pas. Et moi, est-ce que de faire de la régulation orthopara, ça peut être aussi une bonne idée? Ça peut. Mais ça, j'aimerais bien qu'on remontre comment on fait la régulation D'accord. orthopara. Théoriquement, c'est au programme de 4e année. Ah, d'accord. Donc, on le verra ensemble en 4e année. C'est, en tout cas, si vous l'avez déjà vu, hein, pour moi, c'est un petit plus. C'est-à-dire que s'il y a des gros blocages, il y a peu de chances que vous gagnez beaucoup. Sauf si vous êtes sur une structure, que ce soit un os du crâne ou de l'axe crânio-sacré, ou sur un viscère un peu spécifique qui vraiment lui-même a un impact sur les tensions. On a vu par contre au niveau fusible, on a fait un petit point fusible et je vous avais parlé déjà du vin Toumo. Oh, ça me dit bien quelque chose, ça. Oui. Il y en a deux à qui ça parle, donc c'est que j'en ai parlé. Du Toumo, c'est ça? Le Toumo. Le point dit quelque chose. Je vais arrêter de parler. Hein. Ça me dit bien. Le Toumo, il nous en Je t'ai parle. écouté, toi. J'arrive jamais à voir son Aubierne. Auberne, il vous parle du Domaï? Ah oui, là-dedans, on parlait. C'est vrai? Ah bon. oui. Je pensais que Pierre en parlait beaucoup, mais je ne savais pas que Guillaume Non. aussi. Donc c'est un vaisseau gouverneur. Hein. On est sur... en médecine chinoise, il y a les méridiens et il y a les merveilleux vaisseaux, hein, qui sont d'autres circuits énergétiques spécifiques. Il y a 12 méridiens, il y a 8 merveilleux vaisseaux.
dans les 8 merveilleux vaisseaux, il y en a 2 gouverneurs qui font le tour du corps. Donc voilà, le Tumo, ou Dumai, je crois qu'on dit maintenant, c'est un des 2 qui fait le tour. C'est celui qui passe, qui va de derrière jusque dans la bouche, et celui qui va devant, c'est... Renmai. Conception. Renmai. Shenmo. Ouais, mais alors, Vaisseau comment on dit ça conception. avant? Ouais, vaisseau conception, mais maintenant, avant on disait pas comme ça, Renmai. on disait Genmo avant. Ouais, c'est Shenmo ça. ou Renmai. Renmai, ouais, c'est ça. Comment s'écrit Tumo? Renmai avec l'accent. Dumai. C'est de la translittération, donc Bon, T-O-U-M-O. voilà. Allez, hop. Donc 20 ou moins, je vous ai donné, c'est un point d'accu tout simplement, hein, donc qui est au vertex, donc il est très facile à trouver, pointe des oreilles, sommet du crâne, hein, il est pile au vertex, et je vous avais dit on peut l'utiliser pour la relance du yin trong. Et je vous ai dit en médecine chinoise, c'est un point psi majeur. Mais du coup, dans certains cas, c'est un point intéressant, justement sur des crânes un petit peu durs, quand il y a des problèmes de fusibles, des fois c'est bien de passer par là. Moi, c'est un point que j'utilise parfois où je me dis, tiens, c'est mieux d'aller stimuler par là que de relancer d'une autre manière. Il est lié au ce qu'ils appellent les entrailles, les viscères entrailles, en médecine chinoise, du coup le cerveau, Le moelle. l'utérus. Les moelles. Moelle, ouais. Il y a un lien particulier, un peu, il y aurait un rapprochement à faire entre le lien avec l'hypothalamus hypophyse aussi. Avec le foie aussi. Donc un point majeur, un des points les plus importants. Et du coup, tu le relances comment? Tu lui fais petit vertex. Tu mets ton doigt dessus et tu fais stup et tu termines vers l'avant. Je regarde ça, et paf. Ok. Il y a un mot pour dire ça. La pichenette frictionnée. Chatouille. La friction pitchonettée. La pichenette frictionnée. Céphaloflexion. Mais ça pourrait être ça, initié par les frictions finalement. Puncto friction. Si je comprends pas le terme, je comprends pas le terme. Puncto friction pichetonnée. Non, mais la pichenette frictionnée, ça marche très bien pour moi. C'est bien. Ça veut dire que t'amorces ta Bonne pichenette, punchline. quoi. Petit star pilote. Ok. Ton côté anglophone pour dire dans ce sens-là. Ok. Ben non, Est-ce c'est que français, ça. C'est le contraire en anglais. Peut-être ça. Non, star pilote, c'est un produit que non, tu mets non, dans pour ton tuyau. pichenette frictionnée, Oui. et pas friction